Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour cette émission sous l'égide d'Edimarc et de l'INIM Partenaires Alliance, les grands rendez-vous de la prévention en santé consacrés aux questions éthiques en santé. Alors aujourd'hui, une thématique fondamentale, de perspective, on va dire de prospective pour notre société, qui est la question de la place que pourra tenir la génétique dans le système de santé, mais également peut-être dans notre vie de tous les jours. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai trois collègues experts du sujet. L'un, expert, on va dire, médical, techno-scientifique, mais aussi avec un gros volet de réflexion éthique. Donc le docteur Laurent Pasquier, qui est généticien au CHU de Rennes et qui nous expliquera tout à l'heure déjà voilà, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de génétique. À ma gauche, Mylène Gouriot, philosophe, membre de l'espace régional éthique de Normandie, diplômée en éthique en santé. Et l'on part du principe que le regard des sciences humaines, la philosophie sur de l'origine à notre finitude, notre destinée, nécessite quand même quelques réflexions. Et puis Guillaume Grandazzi, sociologue qui est maître de conférence à l'université de Caen-Normandie, qui lui aussi nous apportera un regard précieux et complémentaire parce que la génétique concerne des comportements sociaux, du recours à la technologie, à la technoscience, et peut-être aussi un regard sur des groupes sociaux particuliers qui pourraient avoir des usages spécifiques de ce sujet-là. Alors avant de bien rentrer dans une réflexion d'ordre éthique, je pense qu'il faut connaître le domaine. Alors je vais demander à Laurent Pasquier de nous donner peut-être un regard sur la génétique d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai appris la génétique pour apprendre le diagnostic d'une maladie, la prendre en charge, à peine pour la traiter. Et puis aujourd'hui, on entend parler de multiples nouveaux usages et je pense que c'est important de savoir où on va. Et puis peut-être, tout le monde parle aussi comme ça de tests génétiques. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est un test génétique, donc ça serait bien d'en parler. Tout à fait, merci Grégoire. Donc effectivement, peut-être en préambule, on pourrait déjà rappeler quelles sont les caractéristiques d'un test génétique. Les tests génétiques ont la particularité d'être... l'ADN est permanent, c'est-à-dire que nos caractéristiques sont présentes de la conception jusqu'à la mort. Elles sont identifiantes, ces caractéristiques, elles sont absolument propres à chaque individu et c'est sur cette base-là qu'on peut mener des investigations criminelles. Elles sont donc prédictives pour un risque de santé et c'est de ça dont on va parler ensuite. Et puis la quatrième caractéristique, c'est qu'elles sont transmissibles potentiellement donc, aux autres membres de la famille. Donc il faut bien garder ça en tête peut-être pour comprendre et on va tisser les enjeux qui sont associés à ces caractéristiques. Et puis ce qu'on peut observer effectivement ces dernières années, c'est une évolution technologique absolument faramineuse. On compare ça souvent à un tsunami, on pourrait dire, parce que finalement la technologie d'accès aux données du génome a avancé considérablement, peut-être plus vite d'ailleurs que les connaissances associées à l'accès à ces données. Et ce qui rend maintenant possible de séquencer l'ensemble du génome, les 3 milliards de paires de bases, pour quelques centaines d'euros et en quelques heures finalement. Donc on voit bien là que donc, la médecine génomique va évoluer et on est maintenant capable de séquencer un génome entier, quasiment pour toute la population. En tout cas, la technologie et les coûts financiers pour le faire sont maintenant accessibles. Et à tous les âges de la vie ? Et à tous les âges de la vie, parce qu'effectivement, on peut faire du génome dans toutes les disciplines médicales, donc que ce soit la cardiologie, la neurologie, l'ophtalmologie ou autre, et à tous les âges de la vie, c'est-à-dire la personne âgée, la jeune femme ou le jeune homme, pour dépister par exemple un risque de cancer du sein ou autre. On peut le faire bien sûr à la naissance, et il y a des expériences avec nos collègues américains pour faire du génome entier chez les nouveau-nés. On peut le faire bien sûr en prénatal, c'est pendant la grossesse, et puis maintenant des boîtes de technologie proposent même des tests génétiques en préconceptionnel chez un jeune couple qui projette d'avoir un enfant et qui voudrait estimer le risque que cet enfant soit atteint d'une maladie génétique. Alors c'est quand même très intéressant et puis un peu enivrant, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure,
la médecine du diagnostic. On a une maladie, on essaie d'identifier, de la connaître. Bon, ça correspond à, on va dire, une forme de médecine traditionnelle et historique, hein, de mettre une étiquette et un diagnostic sur une pathologie et des signes cliniques. Et puis là, il vient d'être dit quelque chose autour du dépistage. Alors, dépistage en voix, c'est peut-être arriver plus tôt à trouver quelque chose, peut-être pour être plus performant dans une intervention. Puis, mais moi, derrière, j'entends aussi prédiction. Et prédiction, c'est plein d'incertitudes, hein, c'est ça qu'est la prédiction. C'est doit-on prédire, d'accord ? Souhaite-t-on pour soi-même rentrer là-dedans ? Et donc, peut-être que là, alors, c'est pas peut-être, j'en suis convaincu, que le regard d'une philosophe et le point de vue d'une philosophe est intéressant. Et tout à l'heure, je le disais, le destin. Hein. Voilà. En réalité, dans l'idée de la médecine prédictive, il y a une grande tentation de vouloir voir dans cette prédiction génétique qui auprès du public revêt une forme de certitude. Alors même que les généticiens sont extrêmement prudents, et la prudence, là, elle est bien prise en charge par les annonces et puis par le dialogue avec les gens à qui on annonce effectivement ce type de prédiction génétique. Mais du côté du public, on peut être tenté parce qu'on l'est depuis que la conscience humaine se projette dans le futur et dans la conscience de sa propre vie. C'était déjà vrai chez les Grecs avec la Pythie. C'était vrai également avec les oracles, les parcs qui filaient notre destin. Avoir la connaissance de ce qui nous attend, c'est finalement un fantasme très ancien. Et c'est vrai que la prédiction fait des promesses finalement qui peuvent complètement changer notre rapport à la vie. Et il se trouve que ces promesses-là, ces promesses qui sont reçues par les personnes comme étant relatives à leur destin, elles ont une certaine forme de tragique, puisque une prédiction génétique, c'est rarement pour annoncer une bonne nouvelle. On pourrait être tenté derrière ça de tout faire pour changer la donne, et on sait que c'est possible, puisque une prédiction génétique tient compte de tous les facteurs, je dirais, de détermination du développement potentiel de la prédiction. D'autres sont beaucoup plus certaines. Et finalement, ça inscrit l'individu dans un fantasme qui n'est pas nouveau, celui de connaître son destin tragique au sens propre, c'est-à-dire funeste et éventuellement douloureux par avance. On voit bien que si on pense notre vie de cette façon-là, ça va complètement changer notre attitude vis-à-vis de notre propre vie, mais aussi vis-à-vis du destin que l'on présente aux autres. En d'aucuns auraient pu dire, comme Guillaume Grandazzi, sociologue, on fait face à une rupture anthropologique. Hein, des fois, il y a des formules comme ça qui sortent, qu'on peut expliciter, mais en tout cas, quand même, voilà, j'aimerais bien avoir le regard de Guillaume Grandazzi du point de vue sociologique, parce que destin, et puis quelque part risque, hein, on parle de risque. Donc, par rapport à une société du risque, par rapport à la volonté de maîtriser son risque, par rapport à l'incertitude du risque, est-ce qu'on va vers une société qui voudrait tout contrôler et avoir quelque chose autour de la maîtrise absolue du risque ? Il est certain que nos sociétés contemporaines vivent un peu dans le fantasme du contrôle, du fantasme de la maîtrise, du risque. Le sociologue Ulrich Beck a écrit dans les années 80 cet ouvrage « La société du risque ». Et effectivement, le développement de la génétique, puis de la génétique prédictive et de la médecine prédictive s'inscrit précisément dans ce projet de nos sociétés contemporaines qui vise à essayer d'anticiper l'avenir et d'anticiper l'avenir ou de le prédire finalement pour faire en sorte qu'il n'advienne pas. Jean-Claude Amezen, l'ancien président du comité national d'éthique, avait dit il y a pas mal d'années, mais ce qui est certain par rapport à l'avenir, c'est qu'il est imprévisible et qu'il adviendra. Aujourd'hui, précisément, on veut faire en sorte que l'avenir soit prévisible et qu'il n'advienne pas. Donc c'est une certaine forme de rapport au futur, finalement, qui est une éthique prédictive, ou une anticipation prédictive plutôt, qui renvoie à cette idée qu'on veut prédire l'avenir par la probabilité, par le calcul, le recours au calcul et aux probabilités, et pour l'empêcher d'advenir, et donc être dans une forme de contrôle ou de maîtrise de ce qui va advenir.
On sait bien qu'on a aujourd'hui un rapport assez problématique à l'avenir dans nos sociétés, parce que les problèmes climatiques, l'avenir est incertain à la fois d'un point de vue environnemental, écologique, sociétal, économique. Enfin, on est confronté les guerres, etc. Enfin, on voit bien que c'est un avenir un petit peu inquiétant. Et notamment pour les générations les plus jeunes. Et donc, évidemment, la volonté de vouloir le maîtriser, le contrôler autant que faire se peut, est séduisante quelque part, puisque c'est rassurant d'un point de vue, ça donne un sentiment de sécurité ontologique, on pourrait dire. Mais ce n'est pas la seule façon de se projeter ou d'anticiper l'avenir. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a des formes d'anticipation plutôt adaptatives, finalement, où on va essayer faire en sorte que les individus ou que les institutions, les organisations, les sociétés s'adaptent à un avenir qui reste imprévisible et très ouvert, finalement. Et donc, c'est complètement une autre façon. On sort de la logique de la maîtrise pour être plus dans l'adaptation à l'imprévisible. Et on garde le champ des possibles ouvert aussi, parce qu'évidemment, plus on prédit, plus on ferme le champ des possibles. Et puis, il y a une troisième façon d'anticiper l'avenir, c'est d'être plutôt dans une forme projective, où là, on va imaginer, on va recourir davantage à l'imagination, imaginer des futurs souhaitables. Non seulement possibles, mais souhaitables. Alors, ça peut prendre la forme d'utopie, mais ce n'est pas forcément des utopies, parce que les utopies, elles naissent aussi de ce qui est possible de faire et ce qu'on fait pour que ça advienne. Parce qu'en fait, toutes les formes de rapport à l'avenir renvoient finalement à des formes de rapport à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans ce rapport qu'on a au futur? On peut essayer de le prédire, on peut essayer de l'imaginer, on peut essayer de s'y adapter. Donc, c'est trois formes différentes d'action qui renvoient à nos valeurs et à nos façons de nous projeter dans l'avenir, finalement. Merci beaucoup. Peut-être que Mylène veut rajouter Absolument. un codicile au propos de Guillaume. Non, je suis juste... je pense aussi que la puissance mystique que représente le fait de pouvoir accéder à une connaissance de notre avenir, quelle qu'en soit la technique, finalement, puisque on a cette zone d'incertitude, mais je pense qu'on peut facilement croire que la prédiction peut se faire. C'est en rapport avec l'action, et je pense aussi que c'est en rapport avec le sens. C'est-à-dire qu'à travers ce type de prédiction, finalement, est-ce qu'on n'est pas tenté de donner une forme, un sens à sa vie, une vie qui se projette et puis qui ne trouve pas nécessairement ce sens. Et à partir du moment où on a une prédiction, à partir du moment où on a une projection dans une forme de finitude ou un destin préétabli, ça fixerait aussi une modalité de vie en lui donnant du sens a posteriori par rapport à la prédiction qu'on aurait donnée. Pour le dire autrement, quand on a une prédiction funeste en termes de génétique, on peut décider one life et puis d'être dans une course au plaisir, une course à l'action, alors qu'éventuellement, on n'aurait pas du tout eu cette attitude si on n'avait pas cette échéance qui nous est proposée, ou en tout cas à laquelle on croit, il faudrait mieux le dire comme ça, à travers la prédiction génétique. Alors, ce serait peut-être quand même intéressant d'avoir un peu le retour de Laurent sur ce que vous avez dit, parce que, alors moi qui ne suis pas généticien et qui fais des études de médecine classique, là, on donnerait l'impression aussi qu'on est dans la maîtrise du tout technologique. Or, il y a quand même un vrai débat sur la certitude et l'incertitude, du point de vue même des outils existants. Et donc voilà, enfin, comment on articule les réflexions qu'on vient d'avoir avec finalement la réalité du fait bioscientifique, quoi, je dirais. Alors moi aussi j'ai fait des études de médecine classique. Oui, mais tu as après monté un petit peu quelques échelons dans le champ de la génétique que je n'ai pas. Voilà. Mais après effectivement il y a une spécialité de génétique puisque la génétique est une spécialité à part entière. Effectivement pour peut-être concrétiser un peu les éléments philosophiques et sociologiques qui ont été partagés, finalement comment ça se traduit cette prédiction dans nos pratiques médicales de tous les jours en génétique? Eh bien finalement, soit une personne est symptomatique, elle est déjà malade, et certaines caractéristiques génétiques qui vont pouvoir être déterminées vont conduire à proposer un traitement spécifique. Ça, c'est le développement des thérapies ciblées, et finalement, on va pouvoir agir très concrètement sur une maladie. Mais finalement, là où la prédiction prend encore plus de poids, on pourrait dire, c'est lorsque la personne n'est pas symptomatique. C'est ce qu'on appelle, nous, le diagnostic pré-symptomatique, c'est-à-dire que c'est une personne qui vient nous voir alors qu'elle est en parfaite bonne santé, mais connaissant
les antécédents de sa famille, elle peut donc, évidemment, on peut ensemble d'ailleurs estimer quel est son risque d'être elle-même, cette personne donc porteuse du facteur génétique, qui la conduirait peut-être à développer la même maladie qui était connue chez ses parents. Et alors là, évidemment, c'est extrêmement divers, puisqu'il y a des maladies qui peuvent être notamment des risques de cancer. Évidemment, si on peut mettre en évidence un facteur génétique qui prédispose à un cancer, on peut ensuite mener les actions de prévention adéquates et soit éviter l'apparition du cancer, soit en tout cas le dépister très tôt pour favoriser bien sûr les chances de guérison. Mais ça peut être aussi dans le cadre de maladies neurologiques, et notamment de maladies neurodégénératives, pour lesquelles il n'y a souvent pas de traitement. Donc là, la volonté de connaître son statut vis-à-vis d'un risque d'une maladie inéluctable, sans possibilité de traitement, évidemment, nous amène à prendre des précautions très importantes pour accompagner cette personne et à ne pas faire, par exemple, un test génétique à la volée, mais au contraire de structurer son accompagnement avec un temps, déjà, de réflexion, long, un accompagnement psychologique et puis des informations adéquates pour être sûr que, pour cette personne, qu'elle ait bien compris les enjeux liés à la réalisation de ce test. Donc ça, c'est dans des maladies, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des maladies, lorsqu'on va dépister un facteur génétique, qui vont conduire inéluctablement à l'apparition de la maladie. Mais quand bien même la personne est porteuse du gène, il reste finalement encore plein d'autres incertitudes. C'est ça qu'on essaye aussi de travailler avec les personnes. C'est-à-dire que le fait d'être au courant d'être porteur ou porteuse, répond à cette question-là, mais par contre va générer de nouvelles questions, comme par exemple, par quels symptômes la maladie va finalement débuter, ou à quel moment, finalement. Et donc finalement, on renvoie les personnes à d'autres questions qui ne sont pas plus simple à gérer. Donc ça, c'est pour quelques maladies rares, dites monogéniques. Et puis, il y a beaucoup de maladies dont le déterminisme est éminemment complexe et multifactoriel. C'est-à-dire que le facteur génétique peut être un des éléments, mais certainement pas le seul. Et finalement, quand bien même la personne est porteuse du facteur génétique, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'elle finalement déclare la maladie. Donc on se rend bien compte là de tous les enjeux, évidemment, anxiogène que ce facteur de prédisposition pourrait causer à la personne à tort. Ouais, alors merci Laurent, parce que c'est très important sur cette question du déterminisme et de la représentation que le grand public a de la génétique. On peut penser qu'aujourd'hui, il y a un grand public qui pense que voilà, quelque chose autour d'un gène égale systématiquement une maladie. On voit que c'est beaucoup plus loin. Moi, je me rappelle un de nos patrons en génétique qui disait finalement l'outil génétique, il amène le patient à un rond-point. Et puis dans ce rond-point, on lui dit il y a 4 sorties ou 5 sorties, on ne sait pas vers laquelle vous irez. Ça, c'est important de le rappeler parce que ça relativise quand même la force de la technoscience par rapport à la maîtrise du destin. Mais alors, j'ai entendu aussi dans tes propos, Laurent, l'idée que la génétique, on l'avait dans les maladies neurodégénératives, on l'avait dans la cancérologie, moi qui ai un ancien parcours de médecine interne, on l'a dans des services cliniques traditionnels. Donc finalement, cette génétique qui est conçue, organisée par les généticiens, on a l'impression qu'elle va être demain utilisée par l'ensemble des spécialités médicales. Donc là aussi, ça pose plein de questions sur... Je le dis avec beaucoup de gentillesse, non pas la compétence professionnelle en termes d'incompétence, mais c'est compliqué quand même, faut aborder. Et puis, comment on régule ces prescriptions et comment ça va se développer sur le territoire national. Enfin, on voit que si ça devient une perspective, on change de dimension quand même. Les généticiens, en plus, vont peut-être pas pouvoir tout gérer eux-mêmes. Donc, comment tu vois cette question-là de la place de la génétique dans le système de santé demain ? Alors, c'est sûr que la génétique va continuer à se développer dans toutes les disciplines et à tous les âges de la vie. Donc, les généticiens ne pourront pas assumer la gestion de tous les tests. Ça, c'est évidemment clair. Et pour autant, on sent bien que, compte tenu des enjeux qu'on a un peu évoqués ici déjà, la nature et la qualité de l'information qui sera délivrée à la personne avant la réalisation du test est absolument clé. Si on veut bien lui donner en tout cas le maximum de paramètres pour choisir ce que finalement elle souhaite ou ce qu'elle ne souhaite pas en fait. Donc la qualité de l'information préalable à la réalisation du test est clé
Et c'est pourquoi les généticiens en général recommandent un accompagnement médical tout à fait adéquat. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle les tests génétiques en France sont interdits sur Internet, par exemple. Puisque là, la personne est face seule à son écran d'ordinateur et évidemment, la qualité de l'accompagnement... On y reviendra là-dessus avec Guillaume tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui semble clé, c'est vraiment l'accompagnement de chaque personne. Et si ça doit être fait par d'autres professionnels, moi ça me va très bien, à partir du moment où ces professionnels sont formés aux enjeux d'un test génétique, par exemple, réalisé en présymptomatique. Une toute petite question complémentaire, du coup ça devient un marché colossal, il y a des enjeux financiers derrière ça. Oui. Alors encore, faut-il savoir que la plupart des tests génétiques, pour l'instant, ne font pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale. Ça relève encore, finalement, à la charge des hôpitaux, puisqu'ils sont principalement faits dans les établissements publics. Donc, parce qu'en France, en fait, on reste donc dans un système régulé, finalement. Il y a une indication médicale et on y va, donc il y a une certaine cohérence. Mais on voit bien, ça a été dit, donc une technologie qui se développe, qui est accessible au plus grand nombre. On dit en France interdit sur Internet, mais accessible sur Internet dans d'autres pays. Donc moi, j'aimerais avoir le regard de Guillaume Grandazzi sur cette question de l'auto-usage ou d'une forme de libéralisme d'accès aux tests génétiques. Là, on voit bien la sagesse du praticien qui dit qu'il faut réguler, il faut accompagner. Et puis à côté, on sait qu'on est dans un monde qui peut être totalement dérégulé avec des gens qui feraient un usage totalement libéralisé de la génétique. Ça intrigue. Hein. Ça intrigue et ça peut inquiéter parce que, effectivement, les gens aujourd'hui ont le sentiment ou la volonté de jouir de la liberté dans leur rapport à leur santé, à leur corps, etc. Donc d'être autonomes par rapport à l'information qu'ils peuvent obtenir sur les risques qu'ils encourent. Et en fait, comme le disait Laurent, aujourd'hui, à part pour quelques pathologies où il y a des thérapeutiques envisageables, la médecine prédictive, finalement, elle n'offre que des risques. Essentiellement. Elle n'offre que des risques à des gens asymptomatiques en bonne santé. Donc c'est la population générale. Et donc il faut, finalement, quand on se dirige vers la médecine prédictive, dans un cadre qui est hors hospitalier, hors prescription, etc., on va vers le fait de découvrir qu'on est porteur d'un certain nombre de risques. Et donc qui vont, encore une fois, je reviens à la question de la projection dans l'avenir, ou à son propre avenir, à sa propre biographie, qui vont changer plein de choses. Dans la mesure où on ne va pas pouvoir forcément changer l'avenir, et agir sur la pathologie et le risque, etc., on va potentiellement pouvoir essayer de s'adapter, en tout cas, dans une stratégie plus adaptative de sa propre vie et sa biographie. Mais on est aussi dans des sociétés où l'individu, il est enjoint depuis longtemps à devenir l'entrepreneur de sa propre existence. On est responsable de notre santé, on doit faire tout ce qu'il faut. Et effectivement, il peut y avoir ce fantasme de dire qu'en connaissant mon génome, en connaissant mes facteurs de risque, je vais être encore plus entrepreneur de ma vie, de mon existence biologique, personnelle, sociale, individuelle, etc. Et donc, plus responsable de moi-même, finalement. Mais en même temps, derrière les recours ludiques qu'il peut y avoir autour de la génétique, il y a aussi toute la généalogie, etc. On sait bien qu'en recourant à ça, on participe aussi au fait que des entreprises internationales récupèrent nos données, etc. Enfin voilà, il y a effectivement tout un marché derrière tout ça. Il y a le risque aussi, au-delà de la rupture anthropologique dont on parlait, qui est plus générale, mais de rupture biographique. Quand on apprend qu'on est potentiellement porteur d'un facteur de risque, d'une maladie grave qui peut se révéler dans quelques années ou quelques dizaines d'années, ça peut avoir des conséquences très importantes sur sa propre biographie. Donc il faut gérer toutes ces questions-là. Donc je pense qu'en France, effectivement, on a fait ce choix de réguler. Combien de temps ça tiendra et combien de temps tiendra cette régulation, c'est une question compliquée dans la mesure où aujourd'hui on a affaire à un monde mondialisé, à un marché mondialisé de ces tests génétiques qui sont d'autant plus accessibles que le coût diminue chaque année finalement. Merci Guillaume. Alors maintenant j'aimerais avoir le regard de Mylène Gouriot sur toujours ce point de vue de la philosophe qui se met un peu en retrait pour nous faire réfléchir. Parce que je ferai une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais
Un jour, on avait dit la téléphonie mobile, chacun aura besoin s'il le souhaite. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous êtes en situation quasi de handicap social. Donc il y a bien un moment où la technologie s'impose à l'humain. Donc la liberté d'usage, peut-être le regard de la philosophe sur qu'est-ce qui restera comme droit à un individu de dire finalement cette génétique, je n'en veux pas, je ne veux pas faire ces tests. Et est-ce que ce sera encore possible ? Il reste le droit de ne pas savoir. Voilà, le droit de ne pas savoir, le droit bien évidemment de ne pas les faire, puisque on est quand même protégé dans ce que peut nous proposer la médecine d'une manière générale, et dans, je dirais, la montée en puissance de la notion d'autonomie, on est quand même protégé par le fait qu'on puisse faire des choix, consentir ou refuser, puisque c'est surtout sur le refus finalement que cette autonomie est intéressante. Et le danger, c'est peut-être effectivement que, si on parle de téléphone, que ces tests soient courants, qu'ils relèvent finalement à un moment donné de la banalité, auquel cas ça poserait d'autres problèmes, et notamment le problème de la normalisation, c'est-à-dire que le test pourrait devenir une norme. Tu parlais de responsabilité, auquel cas chacun de nous aurait une responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis du système de santé, vis-à-vis peut-être aussi de la famille et des générations futures, de faire ces tests s'ils étaient disponibles. Ce serait une forme finalement de biocitoyenneté, quelque part, où l'identité biologique et génétique deviendrait à part entière, comme notre téléphone et notre numéro de téléphone, une partie de nous. Alors, j'anticipe, je fantasme un peu, dans le négatif d'ailleurs, mais en tout cas sur les dangers que ça peut représenter, la banalisation. Et ça voudrait dire éventuellement que quelqu'un qui userait du droit de ne pas savoir, ou qui userait de son autonomie de refus, serait alors finalement dans une situation transgressive par rapport à la masse. Tout comme on est choqué que quelqu'un n'ait pas de smartphone aujourd'hui ou ne puisse pas donner son 06. On serait là sous une forme de transgression dans le refus, et effectivement cette normalisation pourrait inquiéter aussi sur les utilisations qu'on pourrait en faire dans la société, que ce soit les assurances, que ce soit éventuellement même des choses qu'on a vues sur d'autres registres, où des générations qui suivraient pourraient porter plainte parce que le test n'a pas été fait et qu'il est faisable. En complément, aux États-Unis, il y a plus de 10%, c'est les chiffres qu'il y a déjà il y a quelques années, plus de 10% des employeurs qui imposent à leurs employés des tests génétiques. Donc et le choix, la question du choix et du refus se pose concrètement. Donc on voit bien que, comme on dit, c'est un sujet de démocratie en santé, parce que finalement on pourrait dire que les citoyens ont leur mot à dire là-dessus. Et le type de modèle de société qu'on aura demain dépendra peut-être un peu du débat qu'on aura initié aujourd'hui. Alors, comme c'est captivant, malheureusement, il va falloir conclure. On va donner la parole à Laurent Pasquier, parce qu'on le voit bien finalement, cet outil va trouver une place dans des programmes de santé publique, va poser des questions de politique de santé, d'économie de la santé. Donc je sais que les généticiens réfléchissent à ça, et donc c'est peut-être ça qui va nous servir de conclusion, c'est comment en fait on voit demain l'intégration de la génétique dans une politique de santé. Un des points qu'on a un petit peu évoqué là, c'est l'idée d'abord que les professionnels de santé qui seront amenés à prescrire ces tests puissent continuer à se former autour de la prescription de ces tests, de comprendre les enjeux, les difficultés aussi, parce que les interprétations sont encore bien compliquées. Un génome, c'est pas noir ou blanc, il y a plein de zones grises encore. Donc il y a un enjeu de formation, ça c'est clair, et je dirais donc un enjeu de formation pour tous les spécialistes, puisque les tests génétiques ne seront plus prescrits que par des généticiens. Y compris aux questions d'ordre éthique. Et tout à fait de former donc aux questions techniques et aux questions d'ordre éthique, absolument. Donc ça passera aussi probablement par un renforcement des collaborations avec les généticiens au cours d'arènes de discussion qui resteraient à définir. Mais c'est vrai qu'on observe déjà finalement une transformation de notre pratique médicale. Là où il y avait un médecin et puis un patient, eh bien un patient avec une maladie, eh bien on va passer à un médecin et un patient en bonne santé
et sa famille aussi, puisque du coup, il y avait cette notion d'hérédité. Donc, bien, par exemple, se rappeler que quand une personne fait un test génétique, finalement, elle embarque avec elle toute sa famille. À finalement une médecine génomique qui va se fonder aussi sur des tests génétiques en population. Et donc, on a tissé évidemment plusieurs enjeux là, au cours de cette discussion. Et il y a vraiment, je pense, des travaux à mener, universitaires, académiques, de recherche, pour bien comprendre tous les enjeux de fonder une nouvelle politique de santé, par exemple, sur la base de tests génétiques, compte tenu de tout ce que vient de discuter. Un grand merci à vous trois. Comme souvent, ce fut captivant et j'espère que tout ce qu'on vient de dire là va nous permettre de réfléchir, de tracer des pistes de réflexion et d'avancer. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.